d'être venus. On va vous faire un petit atelier sur la fabrication d'armes de A à Z avec les techniques. On va aussi répondre à vos questions à la fin s'il y a des choses qui ne sont pas très claires ou si vous avez des demandes particulières. Donc on va commencer en fait par le matériel nécessaire pour faire des armes. Donc tout d'abord on travaille avec du plastazote, ça se présente en feuille comme ça. Ici c'est du 1 cm. On l'avait acheté sur feu, le manque de la mousse. Bon, ça ferme. Parce qu'en fait c'est très dur de trouver du bon plastazote assez lisse. On peut trouver du plastazote chez Caltech, mais il est plus pour le gel, il a une espèce de porosité et tout, on peut difficilement camoufler même avec plusieurs couches de type. Donc on achète plutôt du plastazote qui est vraiment bien lisse et tout. Une densité 70. Pourquoi 70? Parce que c'est vraiment le plastazote le plus rigide et le plus compact. Donc ensuite, on utilise aussi des tiges de fibre de verre, donc ça se présente comme ça. Donc il y en a de 5 mm et de 1 cm. Où est-ce qu'on peut les trouver? Facilement sur les sites de clôture, donc le pâturage. Et c'est là où elles sont les moins chères que sur les sites spécialisés. Donc les tiges, on va vous montrer pourquoi on les utilise après. On utilise bien entendu la colle néoprène, c'est la colle de contact. Et le Dremel. On utilise aussi des scalpels. Et pour tout ce qui est finition type étanche, donc celui-là c'est le anti-infiltration. C'est très important, il a une propriété élastomère. Et au niveau de la sécurité, on utilise des lunettes et des masques. Donc ne faites pas comme lui, mais normalement, à chaque fois que vous utilisez la mousse et que vous poncez, c'est très important de mettre des masques et des lunettes. Pourquoi? Parce que quand vous poncez, il y a plein de petites particules qui vous sautent dessus, qui peuvent aller dans vos yeux. Et à savoir que le plastazote, c'est super toxique. Donc faites attention, mettez un masque pour ne pas inhaler et tout, et avoir des problèmes. Donc, on va aborder la fabrication d'armes. Donc tout d'abord, on passe à l'étape de recherche de photos de référence. Et à partir des photos de référence, on va essayer de dessiner notre arme à l'échelle 1:1, c'est-à-dire pour qu'elle corresponde à notre taille, qu'elle soit pas disproportionnée, soit trop grande, soit trop petite. Donc je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est l'épée qu'on va vous présenter aujourd'hui. Une fois qu'on l'a à l'échelle 1:1, on va la découper. C'est ce qu'on appelle le gabarit. Une fois qu'on a découpé toute notre forme, on va pouvoir la reporter sur la mousse. Donc on l'a laissé tel que, on a découpé le papier, on a posé, on a tracé le contour, on a découpé au scalpel en un bloc. Donc ça, c'est les deux pièces qu'on a obtenues. Alors, vous voyez, on n'a fait que la lame. Pourquoi? Parce que, en fait, à chaque fois que vous faites une épée, il faut découper les parties séparément. Donc, la lame, tout ce qui est garde, tout ce qui est manche, tout ce qui est pommeau, à part. En fait, vous allez voir ça, en fait. Si vous faites tout d'un bloc, vous ne pourrez pas tourner autour pour poncer, en fait. C'est important de séparer lame, pommeau, et puis garde. Il est timide. Ah oui, non, mais il est très en scène. Donc une fois que vous avez vos deux côtés de lame, on va essayer d'estimer à quel endroit on va placer notre tige de fibre de verre. Donc en fonction de l'épée voulue, on va utiliser soit une très fine, donc c'est le cas pour les épées de Shingeki. On a mis, comme les lames étaient très fines, on a utilisé de la fibre de verre 0,5. Donc vous voyez, on en a mis deux. Pourquoi on en a mis deux? Parce que les lames sont très très longues. Donc ça permet un peu de rigidifier, de solidifier, mais même avec du 0,5, ça fait ça. Mais oui, c'est pour le cosplay, pour des photos, mais si on met du 0,1, vous aurez eu une lame vachement épaisse, ça n'aurait pas été ressemblant. Donc des fois, il faut faire des concessions, choisir au mieux entre l'apparence,
l'utilité. Enfin, là, on sait qu'on ne va pas les bouger dans tous les sens, donc on s'est permis de mettre 2 fibres à 0,5. Mais ça permet vraiment d'avoir Disons qu'après, c'est vous qui déterminez le nombre d'épaisseur de lame que vous allez prendre. Par exemple, celle-ci, dans celle-ci, il y en a 3 en fait. Il y a 3 épaisseurs de 20 cm. C'est la masse de Balin, pour ceux qui connaissent. Elle est très très large, elle peut se permettre d'en prendre 3. Celle-ci, elle était faite avec 2. Puis celle qu'on fait aujourd'hui, on va utiliser 2 lames. Et celle-ci, on l'a fait très grosse aussi, il y a 3 épaisseurs dedans. Aujourd'hui, on va faire une épée, on va faire le début d'une épée avec 2 épaisseurs de plasma. Donc, une fois qu'on a déterminé où est-ce qu'on va placer notre tige, en fait, il faut 4 mains pour se veiller. C'est un petit peu difficile sinon. Ouais, mais c'est très bon. Donc voilà, là on utilise le gabarit pour vous montrer parce qu'on n'a pas fait le manche. Mais vous voyez, on essaie de trouver le juste milieu pour caser notre lame, notre tige de fil de verre. Donc il faut que ça prenne le manche, que ça traverse la garde et que ça aille le plus loin possible au niveau de la lame. Pourquoi le plus loin possible? Parce que sinon votre lame peut casser. Antoine. Oui, certains cosplayers se battent et les épées partent dans le public, c'est arrivé. Il faut être très attention. Donc voilà, vous voyez là, on a juste milieu pour placer notre tige. Donc ensuite, on reporte sur nos parties en mousse. Et on va venir creuser avec la Dremel un sillon suffisamment profond pour passer ça en fait. Donc au niveau de l'embout, on met celui qui a le papier de verre autour et il a commencé, mais il a mis l'embout le plus épais pour caser la lame de 1 cm. Et surtout, mettez un masque et des lunettes. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Donc là maintenant, vous testez pour voir au niveau de l'ajustement si c'est correct. Il faut que ça arrive à peu près dans le milieu. Ensuite, on fait pareil avec l'autre partie de la lame. Donc encore une fois, on trace notre repère, que ce soit exactement au même niveau que l'autre lame, pour que ça corresponde bien, parce qu'après on va refermer les 2 plaques de mousse pour enfermer la tige. Donc est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous trouvez ça clair? Enfin, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez trop. J'ai le micro ici. Oui, j'ai une question par rapport à la question d'Internet. Je ne sais pas si je suis malade ou pas. C'est vrai que de déraper, en fait, et du coup, le sillon, je le fais généralement avec un cutter. Il n'y a pas de technique pour aller droit avec le Dremel sans se coller, parce
il y a un sillon. Ouais. Tu fais un sillon et en fait tu rentres dans le sillon avec le drain. Ouais. D'accord. Avec le scalpel, d'accord. D'accord, ok. Ah oui, excuse-moi, on va le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question tant qu'on est à cette étape-là? C'est tout bon? Ah, il y en a une. Alors, juste une petite question. Vous mettez des tiges de verre, c'est ça? De fibre de verre. Comment on fait si dans le haut de l'épée, il y a un trou? Ah, bah justement, on va en parler parce que j'ai un souci avec l'épée du... Voilà. On va en parler après. On va en parler après. Ok. Donc là, vous voyez, on essaie d'ajuster pour voir si on peut fermer notre lame. Et on s'est rendu compte qu'il manquait un tout petit peu de profondeur. Donc on recreuse un petit peu avec la Dremel. Donc là, cette fois, c'est bon. Donc, une fois que toutes nos parties correspondent, on va revenir à la mise pour lui répondre à la question des éclats de trous. Alors, dans le commerce, j'ai vu en fait qu'ils vendaient des tiges en alu. C'est des barres en aluminium en fait. C'est pas très dur. Tu sais, l'aluminium, c'est pas très dur à piler. Tu peux prendre ça. Moi, je l'ai pas fait avec ça, je l'ai fait carrément avec une tige de métal. J'ai demandé à un collègue, à mon boulot, de souder en fait. Tu vois. En fait, j'ai soudé deux renforts en métal qui passent ici. Ok. Je suis reparti avec une tige après. Ici, il y a un tube. Ici, il y a un autre tube. Et j'ai suivi le tour en fait. Avec des tubes en acier. Et tu peux le faire, je pense, avec des tiges en alu. Ça va? Donc du coup, maintenant qu'on est assuré que notre tige rentre dans les deux lames, eh ben, on va la néoprèner. Donc on néoprène les surfaces, le trou, la tige. Est-ce que quelqu'un me porte de près ou est-ce que ça va? Venez. Vous pouvez vous approcher, Normalement, ça aurait dû être filmé et retransmis, et en fait, personnes qui sont plus hauts. En fait, on va retransmettre, mais pas ici. On peut retransmettre à l'extérieur. C'est un peu compliqué. C'est bon. Donc du coup, pour les néoprènes, on utilise une spatule, parce que ça permet de mettre moins de produits et de le mettre plus facilement. À savoir qu'il faut mettre très peu de colle, en fait, c'est une colle de contact, donc on en met sur les deux surfaces. On attend à peu près 5-7 minutes, puis après on va venir assembler nos lames. Demoiselle, est-ce que vous pouvez juste se mettre sur le côté, s'il vous plaît? Et pareil, au niveau des règles de sécurité, pensez à bien aérer votre pièce parce que c'est assez toxique et les vapeurs sont assez fortes parce qu'il y a beaucoup de solvant dans la colle. Est-ce que quelqu'un a une question ou est-ce que ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main bien en haut. Je pense pas voir. Gardez la main levée parce que sinon je vais pas retenir. Alors, dans le cas d'une épée, en fait, je peux se tirer
des angles, des courbures. Dans le cas d'une épée avec des courbures un peu plus ésotériques, qu'est-ce qu'on utilise? Des tiges plus souples, des différents morceaux de tiges. Ouais. Bah, pareil que la mise en fait ici, les tiges d'alu en fait ça peut correspondre, tu peux les plier comme tu veux. Et ça reste plié quand on les. Bah justement, quand on les plie. Ça se déforme pas. Voilà, ça peut se plier si tu. C'est pas des fibres d'air, on utilise la fibre d'air au départ parce que justement ça casse pas et ça plie pas. Avec une tige d'alu, forcément, tu auras des contraintes. Quoi. Si tu poses ta lame avec ta dessus, forcément elle va être pliée puis elle va rester comme ça. Ok. Bah merci. Après, j'ai pas d'autre solution pour faire une épée courbée. Je crois qu'ils ont le même problème dans le gel en fait. Hein. Je crois qu'ils sont obligés de faire directement leur fibre de verre moulée. Enfin, je sais pas trop comment ils font. Moi, je trouve que pour du cosplay en tout cas, la tige en alu, je pense que c'est un peu compromis. Ça permet de pas trop se casser la tête. Ouais, c'est ça. Après, de toute façon, c'est des cosplays, c'est pas pour se battre avec. Donc forcément, le niveau de solidité, c'est pas trop important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas l'impression. Pour la mousse, nous au départ on se fournissait comme tout le monde de la mousse. Hein. Et puis comme la personne a arrêté, en ce moment on se fournit à Hobbycraft. C'est une amie qui a une boutique sur Facebook. Pour ceux qui cherchent de la mousse, avec de la bonne qualité, il faut taper Hobbycraft sur. C'est hobby comme H-O-B-B-I-E-S, craft, C-R-A-F-T, normalement sur Facebook, vous pouvez la trouver. Il a envoyé un petit message et puis on va lui dire comment ça marche. Donc une fois qu'on a fini de néoprèner, on rabat nos lames. Par exemple, en collant plusieurs feuilles de pierre rouge, par exemple, oui, ça marche aussi. Okay. Ce qui compte en fait, c'est surtout de bien les groupes après, on va expliquer. Et oui, généralement, des fois, quand on a besoin de faire des lames super épaisses, et ben, là, par exemple, il y a 3 épaisseurs, tu le vois sur la tranche ici. 1, 2, 3. Puis après, on sort des trous. C'est vraiment une question. Mais si, si, elles sont plusieurs. En gros, ça dépense. Donc du coup, bah, là, on a assemblé une des lames, parce qu'en fait, c'est des dual sword. Donc ça va donner ça. Ça commence à prendre forme en fait. Ouais. Et comme vous voyez, il y a des endroits qui ne sont pas forcément raccords. Donc quand c'est pas raccord, on va venir poncer pour égaliser. Donc j'attends que Jérôme finisse pour vous explique et vous montre, parce qu'on va utiliser le Dremel. Enfin, quoi que je peux peut-être vous expliquer la suite. On va reprendre notre gabarit. Sur le gabarit, celui-là. On va tracer tout ce qui est biseau et angle en fait sur notre lame pour lui donner tout ce qui est relief. Donc là vous voyez avec le stylo, j'ai tracé tout ce qui va devoir être poncé en biseau. J'ai une toute, si vous voyez. Pardon, j'ai une toute petite question ici. Je suis là. Je voulais savoir, quand vous avez des armes qui sont relativement épaisses au niveau de bouche, vous utilisez des bouches qui sont intermédiaires, vous les traversez de part en part, au niveau de là, vous faites une rainure sur chacune, vu qu'il n'y a que deux épaisseurs. C'est le même principe, peu importe l'épaisseur en fait. D'accord. Mais ça dépend. Justement, si t'en as 3, admettons, t'as 2 plaques de chaque côté, et
celle du milieu, justement, je fais même pas de sillon. Donc, vu que ta tige fait 1 cm, ton plastoc fait 1 cm, tu découpes carrément ta rayure, en fait, tu vois. Si t'en prends 5, ça sera le même principe, t'auras deux plaques de chaque côté, et 4 plaques découpées dans le milieu avec le sillon. Si t'en as 4, tu seras obligé de faire un sillon. Voilà. Ok, c'est joué ça, merci. Donc maintenant qu'on a tracé nos reliefs, on a toujours notre épée à plat. Et ben on va venir utiliser la dremel pour donner les volumes. Il faut dégrossir bien sûr. Parce que comme ici on a 2 épaisseurs de mousse de 1 cm, on va enlever le plus gros avec un scalpel pour faciliter un peu le travail. Donc on coupe en biseau avec le scalpel, on fait très attention que ça n'arrive pas et qu'on ne se blesse pas. Donc pourquoi on utilise un scalpel plutôt qu'un cutter ou alternative? En fait, le scalpel, c'est vraiment le scalpel de précision. On peut trouver les lames séparément dans le commerce. Donc ça se présente comme ça. Et le scalpel, ça fait vraiment mieux qu'un cutter. C'est vraiment ce qu'on utilise de plus simple pour couper les grosses épaisseurs de mousse. Il faut faire vraiment très très attention quand on le manipule parce que tu vraiment méchamment. Faites attention, peut-être, ouais, on ne peut même pas mettre des gants en plus parce que du coup c'est beaucoup trop fin pour. Faites attention. Donc une fois que le plus gros a été dégrossi, on va utiliser la dremel pour creuser. S'il y a des gens qui veulent voir, vous pouvez venir. D'accord. Imagine un peu avec des petits. Non, c'est clair, oui. Ouais, je vais laisser ça. J'ai une petite question là. Par rapport à la forme, du guitare, tu coupes. En fait, ta lame, tu l'as fait d'une certaine taille, tu manges par exemple 1 ou 2 cm pour faire le tranchant de la lame. En fait, on se passe vraiment des images, tu vois, c'est pour ça que je te disais qu'il fallait les tracer sur le gabarit. Tous nos angles, en fait, là, on les a tracés à partir du gabarit, tu vois, on voyait que c'était effilé, donc on l'a reproduit sur notre lame, tu vois, pour pouvoir bien. J'ai du mal avec ça, désolé. Donc voilà, ça c'est le dessin d'origine. On l'a reproduit et on a marqué toutes les aspérités, tout ce qui était en relief en fait. Donc là tu vois, c'est le tranchant de la lame. Donc on sait que ça va devoir être en biseau, ça pareil. Tu découpes tes tranches là. Tu les reportes sur ton épée. Si. Tu vas avoir ta délimitation. D'accord? Et puis en fait, forcément, il faut aller dans le milieu ici. C'est toi qui as déterminé au départ, je t'ai dit tout à l'heure, l'épaisseur de ta lame. Pour une épée droite, c'est plus simple. Parce que tu pars du milieu, et sur la tranche, c'est pas possible. C'est plus simple, c'est plus dur. Plus ton tranchant va être large, plus ça va être dur d'être régulier avec la dremel.
Donc du coup, vous allez faire exactement les mêmes étapes pour les autres parties de votre épée, donc à savoir tout ce qui est garde, manche, pommeau. Donc là, c'est le manche de l'épée de Thor. Donc c'est pareil, on a plusieurs couches de mousse qu'on a assemblées. Et vous poncez, vous faites tout ce qui est relief et tout. Même système, vous allez l'encastrer avec votre rouleau. Je vais faire passer dans le public pour que vous puissiez voir de plus près. Et vous voyez, c'est assez grossier. Donc, on va expliquer après comment ça marche pour les finitions, le type, tout ça. Alors, je vais vous expliquer aussi un truc, la néoprène. Une fois que c'est bien sec, sur les cols, c'est comme ça. Une fois que c'est sec, si vous faites ça, qu'il n'y a rien sur vos doigts, c'est qu'elle est bonne pour assembler. Si vous attendez, vous n'attendez pas et que c'est encore collant au doigt, ça ne va pas adhérer, vous allez avoir des difficultés à bien mettre vos pièces. Excusez-moi, au niveau du collage, est-ce qu'il y a besoin de préparer les surfaces, c'est-à-dire dégraisser, quelque chose comme ça, pour la prise de la colle? Généralement, on dégraisse pas la mousse. Il n'y a pas de... Ça tire pas. Je vais vous faire passer. Faites attention. Quand vous aurez fini de poncer toutes vos tranches en fait, et que vous allez devoir passer à la garde et aux manches, pour la garde et pour le manche c'est le même principe en fait. Là il faudra redéterminer l'épaisseur forcément, parce que l'épaisseur de votre manche il n'est pas forcément de la même épaisseur que votre lame. Et sinon c'est le même principe. Hein. Vous découpez votre gabarit, vous déterminez l'épaisseur, vous faites un sillon où vous découpez une tranche, hein. Si vous avez 5 de lame, un nombre pair par paire. Et c'est le même principe. Sauf que là, vous n'allez pas le coller directement sur votre amante en fibre de verre. Vous allez le coller qu'à la fin. Bon, il tourne. Carrément, je tourne dans le public. Il est là. Non, pas spécialement. Et là-haut, ils sont un petit peu intéressés. On va vite regarder le manche parce qu'on a besoin du manche pour continuer en fait. Question. Du coup, les petits, genre, de verre, il y a besoin de matériel spécial pour la couper. Ouais, je tiens bien. Ça se coupe assez facilement, c'est pas très dur. Ouais, ça fait de la poudre quand tu coupes, ça pique, c'est de la fibre de verre. Évite de t'en mettre sur les doigts. Où est le manche? Il voyage. Je vais le récupérer du coup, je suis désolée parce que je ne vais pas pouvoir avancer. Si vous pouvez nous le refaire passer devant.
petite question, il y a quelqu'un du public qui est une arme. Les personnes qui m'ont demandé comment on faisait les glyphes en relief. Ok, bah, les glyphes en relief, c'est simple. Quand tu auras fait tes tranchants comme là, hein, vu qu'il a la même plate et que tu as juste des glyphes en relief, c'est simple. Tu découpes tes glyphes, comme tu as fait sur ton gabarit papier, tu les reportes sur ta blouse, tu les découpes, et tu les prends simplement comme là. Et tu les colles pareil. Si c'était des glyphes creusés, en fait, le tapis de sol, enfin, le plasmazote ou les mazotes, tu peux simplement creuser avec un pierre de branleur pour le faire souder. Ça se creuse très facilement. Pour les glyphes, tu les ponces avant ou après d'avoir Tu les ponces avant, c'est pareil. Tu les colles simplement avec la super glue ou bien la laine. On va dire que si c'est un truc de précision, évite la néoprène, parce que tu peux en foutre partout et après l'enlever, c'est la catastrophe. Donc quand tu as des petites pièces comme ça, super dur. C'est plus facile à rattraper pour les finitions que les gros néoprènes qui vont rester et que tu verras malgré le petit peu. Normalement, vous avez tout pour finir votre épée. Donc il se peut qu'il y ait des petites aspérités, des petits trous, ça arrive. Normalement, vous avez poncé, tout est égalisé, tout est OK. Donc vous allez assembler toutes les pièces. Donc la garde, le manche, le pommeau, s'il y a un pommeau. Et une fois que tout est fini, tu mets un truc. Pour assembler. J'ai ma lame comme ça. J'ai mon manche, alors admettons que j'ai mon pommeau, je l'ai pas là, la garde et tout ça. Je mets simplement en fait la néoprène sur le bout ici. J'en mets ici. Puis j'en mets tout à la fois sur le manche en fait. Celle-là, j'attends pas qu'elle sèche. J'attends que celle-là sèche. Celle-ci aussi. Puis je les assemble comme ça. Voilà. En fait, la néoprène qui se passe sur la fibre pas séchée, la sécher ensuite et c'est important de ne pas la laisser sécher sur la fibre verte, sinon vous n'arriverez pas à l'entrer. Donc maintenant, on va passer à tout ce qui est finition et utilisation du type de manche. Donc, vous pouvez également utiliser du cicafil. C'est le même principe, donc c'est un revêtement élastomère. Donc vous avez plusieurs couleurs, mais la couleur ça importe peu. Évitez juste le neutre avant de le teinter déjà, parce que des fois vous le posez, ça sèche, vous voyez absolument que vous en avez posé. Donc personnellement j'utilise du gris, parce que la plupart de mes lames sont en argent. Donc si vous voulez les références précises, n'hésitez pas, il vous les donne. Il y a plusieurs sortes de types. C'est vraiment le anti-infiltration qu'il faut utiliser. Là, c'est pas moi. Donc, à savoir que personnellement, quand je dip, j'utilise ça comme pinceau, même sur les grosses pièces. C'est assez suicidaire, c'est assez long, mais c'est ce que je préfère pour aller dans les angles. Parce que vous prenez des gros pinceaux, vous allez dans les tranches, des fois il y a le dip qui adhère pas. Moi j'utilise un pinceau raide assez petit et après je uniforme un petit peu avec de l'eau. À savoir que le dip peut être un petit peu épais des fois. Vous mettez quelques gouttes d'eau pour le désépaissir, donc ça aille plus facilement et que ça évite de faire des traces quand vous les appliquez. Non, tu mets un petit peu d'eau vraiment légère par contre. Et donc à savoir que pour avoir une bonne surface lisse, c'est en minimum 7 couches de dip. Que au pinceau. Pas au rouleau. Tout au début, on s'est dit, oh, on va le faire au rouleau pour aller plus vite. Et puis en fait, on a fait un règle complètement. C'était l'idée d'un mètre 40, on a fait
Création d'armes. Petit message, c'est couture. Allez-y vraiment doucement, couche par couche. Vous attendez plusieurs heures avant que les couches sèchent. Si vous avez une couche, que vous en remettez une 10 minutes après, que vous allez enlever votre première couche, ça va être dégueulasse et ça ne sera vraiment pas homogène. Donc attendez vraiment que chaque couche sèche ou à la limite utilisez un petit sèche-cheveux pour aller plus vite, mais vraiment attendez que tout soit sec pour en remettre. 7, voire plus. Et pourquoi cette couche? C'est vraiment pour cacher tous les petits défauts, les aspérités, des petits trous qu'on peut avoir des fois lors des assemblages de lames, sur les côtés et tout. Une question? Où ça, la question? Juste pour savoir, le produit que vous venez de tirer, est-ce qu'on peut le passer au pistolet à compression? J'ai pas entendu. Est-ce que le produit que vous avez parlé pour rendre la surface lisse, est-ce qu'on peut le passer au pistolet à air? On t'entend pas? Est-ce qu'on peut le passer au pistolet à air, le produit que vous venez de parler? Est-ce que vous pouvez passer au pistolet à air le produit dont vous venez de parler? Non, c'est trop épais. C'est comment ça? Pareil, on a vu pour l'assemblage du manche, mais pour assembler une garde, est-ce qu'il faut utiliser une tige de fibre de verre ou enfin, comment on fait pour vraiment assembler la garde à l'épée? Comment on fait pour assembler la garde à l'épée? Parce qu'on a vu pour le manche, faire glisser le manche, mais pour assembler une garde. En fait, c'est la même chose, hein. C'est la même chose que tu mets la garde avant, tu mets la garde avant manche et tout en fait. Tu mets simplement de la garde avant et puis c'est tout. Je regarde, t'as ta lame, je t'ai dit tout à l'heure, admettons là t'as 4 parties, t'as lame, garde, manche, puis pommeau, tu poses tout séparément et t'assembles ensuite. Et je te dis, tu mets simplement la colle néoprène là, au bord de ce que tu vas coller. Attends que ça sèche, au moment de tout assembler, tu mets de la néoprène pas sèche sur ta tige de verre. N'attends pas qu'elle sèche. Oui, parce que des fois, c'est de verre. Il y en a pas. Non, il y en a pas. Dans les roues, les grosses cordes, c'est un souci. Ah non, c'est tellement épais que ça va tout seul. Il y a au moins 4 épaisseurs de pastèque pour faire la garde. Est-ce que quelqu'un d'autre veut voir cette épée? Je vais vous demander de la faire passer vraiment très délicatement, d'accord? Donc maintenant on va parler de la peinture. Donc il y a plusieurs sortes de peinture et ça dépend vraiment le rendu que vous voulez. Donc comme vous avez utilisé du type étanche que c'est l'Estomer, vous pouvez utiliser soit de l'acrylique, soit de la bombe de carrosserie, généralement c'est ce que je prends. Mais attention parce que la bombe de carrosserie craque si votre épée bouge. Donc vous allez avoir des striures partout. Donc faites attention, vraiment, soit vous faites attention avant de plier votre épée, ou soit vous faites le choix de vous battre ou de plier votre épée. Mais utilisez dans ce cas-là vraiment de l'acrylique pour éviter toute fissure. Donc en ce qui concerne les bombes de carrosserie, c'est vraiment les bombes qu'on trouve pas chères sur le marché, 7 € maximum. Donc je pars tout le temps sur une base claire que je fonce. Donc j'utilise généralement 2 nuances, par exemple une argent et une un peu quartz.
ces différentes épées, donc ça va arriver petit à petit. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de la peinture? Alors là, il y a une question là-bas. Et après, si vous avez des questions vis-à-vis de la peinture. Je voudrais savoir en fait si c'est pas possible d'utiliser de la bombe à Nexen ou un polystyrène par exemple. Si tu fais de la bombe sur du polystyrène, ça fond. Non mais. Pourquoi? Parce que je voulais te dire, dans les bombes de carrosserie, tu as du solvant dans la peinture. Donc ça ronge tout ce qui est polystyrène. Non, mais c'est de la bombe spéciale polystyrène, ce qu'on trouve en modélisme en fait. Ça existe. J'aime pas que ça existe. Bah, si c'est sans solvant, tu peux l'utiliser, mais du moment que tu as du solvant, ça range tout ce qui peut être plastique. Est-ce que ça coûte pas plus cher au final ce genre de bombe-là en fait? Certainement. C'est peut-être pas la solution la plus économique non plus en fait. Non, en fait, ça dépend de la peinture. Tu vois, si tu as une épée assez solide et tout, tu peux te permettre d'utiliser la bombe de carrosserie, tu vois. Mais si tu as une épée qui aurait pas pu s'enlacer, genre les lames de chez Nike pour faire ça, tu fais à l'acrylique. Pourquoi l'acrylique? C'est une peinture à base d'eau et élastomère. D'accord. Là, dans ce cas, tu mélanges acrylique et type pour que ça tire en fait. Et attends, et tu as comme nuance, si tu veux argent ou or et tout ça, ça existe en PBO, en gros biberon comme ça. Concernant l'application de la peinture, c'est plutôt au pinceau ou ça peut se faire également au boulot? Au boulot. On n'a pas la réponse du tout. On demande si ça arrive que je peux peindre au boulot. Mais moi je pense qu'au boulot tu ne peux pas avoir un résultat vraiment homogène, à moins que tu veuilles faire un petit effet martelé sur ta lame. À la rigueur tu peux utiliser ça et ensuite brosser par-dessus, mais le boulot tu n'auras pas un résultat homogène. Après c'est vraiment une question de rendu, si ton épée nécessite un effet un peu plus martelé, là ça correspond très bien. Mais généralement on va parler de toute façon du brossage après. Personne n'a d'autres questions vis-à-vis de la peinture? J'arrive. Une fois que tu as mis, tu mets une peinture de fond, est-ce que tu mets directement un lien? Ça dépend. Alors, on me demande si je mets une espèce de peinture de base avant de peindre vraiment tout ça. Donc, on va dire que balage. Donc par exemple pour l'épée de balin, en fait il y a une base noire. Pourquoi une base noire? Parce que l'épée nécessitait d'être brossée et d'avoir un rendu super réaliste. Donc pour l'épée de balin, en fait, elle a été peinte au pinceau à la cire à dorée et avec un sopalin que je frottais vraiment rapidement sur la lame sur ma bouche noire. Comme ça faisait une couleur pas trop clinquante mais vraiment un peu usée. Et une fois que tout a été mis, j'ai brossé à sec. Donc le brossage à sec, c'est ce qui va permettre de donner un petit effet, un petit cachet en fait à votre art. Donc moi j'utilise de l'acrylique noir, j'en mets dans un bouchon par exemple, je prends un sopalin, je trempe, je frotte comme ça super rapidement. Et si jamais j'ai un peu trop noir, je presse, j'attends que ça sèche. Et ça donne vraiment le rendu de l'épée de balin avec cette technique. Vous allez super vite parce que l'acrylique sèche très vite. Pour le brossage, tu utilises aussi du sopalin, des rouges, une brosse. Et pour
le brossage, tu peux aussi utiliser une éponge. Mais personnellement, j'aime bien le sopalin parce que c'est sec, c'est un peu alvéolé, donc du coup, ça fait un peu une texture pas régulière et plus authentique. Est-ce que tout va bien avec les épées? C'est bon, elles sont toujours en vie. Alors, on va passer vraiment à la phase des questions ultimes. Donc, c'est maintenant qu'il faut poser toutes vos questions. Ça prend à peu près combien de temps que l'arme peut être super belle, super clean? Alors, ça dépend. L'arme, généralement, le plus chiant, c'est vraiment la conception, quoi. Tracer le gabarit à l'échelle à 1 et tout, c'est un peu fou. Elle demandait combien de temps ça mettait pour fabriquer une arme, donc ça va vraiment Ça dépendre. dépend. Chez Geki, c'était rapide. Franchement, c'était super rapide. Mais par exemple, l'arme de ballon, c'était super long. Alors, elle est où l'arme de balin? Je crois qu'elle est au milieu, là, ils sont en train de la regarder un petit peu. C'est vrai qu'elle a beaucoup de détails. Elle a été super longue, super chiante à faire parce qu'il y avait un trou, parce qu'il y avait des gravures partout. Parce que la garde était tressée. Alors on a suivi des tutos sur internet pour le tressage du cuir. On n'a rien compris, on n'y arrivait pas. Donc on a pris un petit rectangle de Warbler, on a chauffé, collé. Après c'est vraiment les finitions qui donnent la texture et tout. Et quand les gens ont vu que c'était du Warbler, ils ont eu du mal à le croire. J'ai dit non, si c'est possible. J'ai c'est super compliqué. Juste des petits carrés à assembler. Après c'est la peinture qui fait vraiment l'illusion de la matière. Alors pour le vernis, du vernis en bombe. Comment appelle-t-on le vernis en bombe? Je sais plus la marque, mais tu trouves ça tout ça. T'en as du mat ou du brillant. Ça dépend encore le rendu de ton arme. Si elle est bien brillante et tout, tu utilises du brillant. Si elle a un aspect terre et tout, comme la base de balin, c'est du mat. Et tu laisses bien sécher et tu vas aller. Le vernis en bombe, du coup, si on les a, comme ça de chez clinique, si t'en mets vraiment de loin, vraiment de couche pour protéger juste ta peinture, ça va. Si t'en mets trop, là, tu peux avoir des problèmes de gravure. Faut vraiment juste mettre de loin et tout pour juste protéger ta peinture. Ensuite, pour terminer, on a aussi une petite technique, c'est pour les transports. Donc, on les cosplayers, généralement, on vient en voiture ou en froid. Et le package de ces armes, de ces armures, c'est souvent la galère parce que tu as les pièces qui frottent, qui touchent, et généralement, ça arrache la peinture, c'est une catastrophe. Donc, on a trouvé une technique en fait pour prévenir les arrachages de peinture, c'est qu'on vaporise de loin du silicone. Donc, le silicone, en fait, ça va un peu mettre une texture gluante sur votre armure, mais quand les pièces se colorent, ça va glisser au lieu de s'arracher comme ça. Moi j'ai une question par là, qui est assez intéressante. En termes de coût, mais ça dépend. Ça dépend de quoi et de quoi. Bon. Ouais, ça dépend l'arme, de la quantité de mousse que tu vas devoir acheter. Si c'est des petites épées comme chez Geki, ça va. T'as le coup de base, une lame et un peu de mousse. Quoi. La mousse 0,5, elle est 30 €, je crois. 2 mètres sur 1. 2 mètres sur 1, 30 € la mousse de base. Après, ça dépend bien évidemment du fourni, mais en gros, les plus chères, en fait, c'est celle-ci de 1 cm. Elles étaient dans les sites. Oui. C'est un loisir qui coûte cher. C'est assez cher. Est-ce qu'il y a encore des questions? Levez bien la main. Forcément, si je regarde pas. Dans le GN, mais est-ce qu'il y a des techniques pour équilibrer l'arme en mettant du poids dans le pommeau pour éviter d'avoir quelque chose? C'est une bonne question. Le transport tire toujours sur l'arme droite parce que du poids il y en a quand même. Oui, tu voudrais parler de technique. Alors du coup, la question était, Jérôme, pour ceux qui n'ont pas entendu. La question c'est est-ce qu'on peut équilibrer une épée en mettant du poids dans le pommeau? Alors moi j'ai eu le plusieurs fois parce que je fais des grosses armures avec des grosses épées bien lourdes et
savoir que plus la lame est longue, plus c'est super dur à porter quand vous êtes en armure et que la lame fait genre 2 mètres. Donc forcément, vous allez partir comme ça, vous allez vous faire super mal au bras. Il faut équilibrer le manche en fait pour avoir un contrepoids. Excusez-moi, vas-y. Ouais, je t'excuse, hein, pas de soucis quand même. Ouais, je disais que je me dépêchais. C'est ça, voilà. Du coup, ce que je fais, c'est que je n'utilise même pas des fibres de je utilise carrément un manche à balai. C'est des grosses épées comme des grosses dames de guerre. Et au bout, j'étais obligé de rajouter un jet de plomb carrément pour que ça passe, pour que ça parte en arrière. L'épée reste lourde, même de plus en plus lourde, mais au moins on peut la faire. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, pas plus de questions. Alors c'est fini, vous pouvez retrouver donc la page de Choco et Jérôme, vous allez voir, ils font de très beaux costumes. Vous avez fait quoi un petit peu dernièrement? Vous avez fait, je sais que vous aimez beaucoup Monster Hunter par exemple, ils font pas mal de mascottes. Hier il y avait Raccoon des Gardiens de la Galaxie, un petit peu plus différent avec Johnny of the West avec un costume des Gardiens qui décidait. Donc n'hésitez pas à aller sur leur page. Non seulement vous allez voir de belles photos, mais en plus vous pouvez leur poser des questions si vous n'avez pas pu les poser aujourd'hui. En tout cas, je vous demande de les applaudir, de voir c'est pas facile. Je vous remercie d'être venus, merci d'avoir pris votre temps pour expliquer un petit peu comment ça marchait. Moi, personnellement, c'était quelque chose qui m'était complètement inconnu. Voilà, c'est vraiment. Du coup, j'ai un petit peu découvert comment ça marchait, donc je vous remercie aussi à titre personnel. Voilà, merci à vous, on va vous laisser ranger tranquillement. On va vous passer quelques petits karaokés et on enchaîne sur le